En manchette aujourd'hui, un projet pilote entreprise exclusive Jeunes au boulot. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 24 novembre 2020. Mon nom est Danielle Yvon, directrice générale de CTRB. Le Centre Point d'appui de Lanaudière, service spécialisé de main-d'œuvre Essor, est fier d'être le promoteur du projet pilote Entreprise inclusive Jeunes au boulot. Ce nouveau projet accompagnera les entreprises privées, les organismes ou les OBNL participant à l'intégration de personnes entre 15 et 30 ans qui ont quitté le réseau de l'éducation, ayant une déficience intellectuelle, un trouble de santé mentale, des limitations physiques, un trouble du spectre de l'autisme, de la dysphasie ou autre pour un stage ou un emploi. Retenu à la suite de l'appel de projet du programme Jeunes en mouvement vers l'emploi, ce projet est subventionné par le gouvernement du Québec ainsi que par le gouvernement fédéral. Il est essentiel d'encourager une relève forte, durable et diversifiée, et ce, partout au Québec. On parle d'une somme de 556 307 $ accordée au projet Entreprise inclusive Jeunes au boulot, qui permettra justement de mieux outiller les jeunes participants pour qu'ils intègrent durablement le marché du travail tout en leur offrant une expérience stimulante et enrichissante. Le projet pilote Entreprise exclusive Jeunes au boulot, financé dans le cadre de la stratégie emploi et compétences jeunesse, est une belle occasion pour les jeunes qui ont quitté le réseau de l'éducation et qui ont une déficience intellectuelle, un trouble de santé mentale, des limitations physiques, un trouble de spectre de l'autisme, de la dysphasie ou autre, afin d'acquérir des compétences et recevoir de la formation dont ils ont besoin pour s'intégrer au marché du travail, réaliser leur potentiel et entreprendre des carrières fructueuses. L'objectif principal est d'augmenter le nombre de jeunes ayant des limitations fonctionnelles ou des besoins particuliers dans le monde du travail en les accompagnant et en les outillant afin qu'ils puissent devenir de bons travailleurs et ainsi maintenir un emploi à long terme. Les entreprises lanaudoises peuvent aussi faire la différence en recevant des participants en stage ou en emploi ou en créant des plateaux de travail. Un certificat entreprise inclusive leur sera remis et ils auront un soutien structuré. Les jeunes participants seront accompagnés par un agent d'intégration. Un comité régional, entreprise inclusive pour la relève, sera créé afin de se questionner ensemble entre employeurs et trouver des idées novatrices pour augmenter le nombre de jeunes ayant des limitations fonctionnelles en emploi dans les entreprises lanaudoises. Les employeurs sont donc intéressés à faire partie de ce projet et vous pouvez communiquer au 450-755-3855 avec M. Henri Mondor. Maintenant, un autre sujet. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Lanaudière désire faire le point sur la situation de la COVID-19 dans la région. Écoutons présentement un court vidéo de M. Lessard, directeur de la santé publique de Lanaudière. Bonjour, je suis Richard Lessard, le directeur de santé publique pour la région de Lanaudière. Je désire vous informer de la situation du COVID dans notre région et j'ai des bonnes nouvelles cette semaine. Nous avons une diminution de 14 % des cas. Nous sommes passés d'un total de 1078 la semaine dernière à 932 cette semaine. C'est une bonne nouvelle et cette baisse s'observe dans 5 de nos 6 MRC. Seule la MRC d'Autrey a vécu une légère augmentation des cas. Les cas s'observent chez les jeunes à l'école, chez leurs parents, travailleurs, mais également auprès des personnes âgées. Et mon message cette semaine s'adresserait en particulier aux personnes âgées qui, évidemment, on le voit, sont plus susceptibles de développer des complications suite à une infection. S'il vous plaît, portez le masque en tout temps. Protégez-vous. Vous savez maintenant que le masque non seulement bloque la transmission de nos sécrétions vers les autres,
mais porter le masque nous protège également contre le virus. C'est une bonne nouvelle qui est apparue cette semaine suite à de nouvelles études publiées dans des journaux scientifiques. Alors voilà, c'est la note de la semaine pour le COVID dans notre région. Continuer d'appliquer les mesures, c'est notre seule façon de s'en sortir. Merci beaucoup. À la prochaine. Donc, merci beaucoup, M. Lessard. Et on va vous parler un peu de la région de la MRC d'Autrey. Présentement, il y a 104 cas qui sont actifs. On va vous présenter un court tableau quelques instants qui présente la répartition des cas dans la région ici de la MRC d'Autrey. Comme mentionné, la COVID touche présentement majoritairement les jeunes et les jeunes travailleurs. Maintenant, on parle d'environ 36 éclosions en milieu scolaire, 23 au nord et 14 dont 14 dans les écoles primaires, 8 dans les écoles secondaires et une dans un centre de formation professionnelle. Depuis, on dénombre 64 éclosions en milieu de travail, 41 au nord et 23 au sud. C'est pour ça qu'il est important de poursuivre les efforts et de respecter les consignes du port du masque et que la distanciation sociale se fasse aussi durant les pauses et les heures de repas, moment où un relâchement est observé. La situation s'améliore ainsi aussi dans les centres d'hébergement du CI3S à des fins de prévention. Le dépistage des résidents et des employés se poursuit en continu dans les centres d'hébergement et les équipes de PCI, prévention et contrôle des infections, s'assurent du respect de l'application des mesures. Soulignons que les isolements sont en voie d'être levés dans 2 CHSLD privés aux prises avec des éclosions depuis quelques semaines et que 4 résidences privées pour aînés sont toujours en éclosion. Le CI3S assure un soutien à l'ensemble des ressources du milieu depuis le début de la pandémie, soutien qui est accru en raison des éclosions. Sur l'impact sur le réseau, on parle de transmission communautaire active et des éclosions qui découlent et qui demeurent importants. Il entraîne une pression accrue sur les services d'urgence et d'hospitalisation. Ainsi, afin de diminuer la propagation du virus dans les 2 centres hospitaliers, de nouvelles modalités de visite s'appliquent aux urgences. Celles-ci interdisent les visiteurs au chevet des usagers sur civière, sauf pour des motifs humanitaires. Exemple, un parent d'un enfant ou un accompagnateur d'une personne ayant une déficience intellectuelle. Aussi, afin de diminuer les risques de transmission, les consignes sont en vigueur afin de s'assurer la sécurité des usagers, des visiteurs et du personnel soignant. Soulignons que certaines activités ont dû être annulées en raison du manque de personnel et afin de répondre aux besoins liés directement à la pandémie. La direction du CI3S souhaite éviter le plus possible ces réductions d'activité. Voilà pourquoi la solidarité de tous est nécessaire et en ce moment pour limiter la propagation du virus. Les modalités de dépistage disponibles, une autre façon d'éviter la propagation, et vraiment la capacité de dépistage est supérieure à la demande. Il est donc recommandé que la population se fasse dépister dès que la présence des symptômes et à la suite d'un contact avec une personne infectée, à la demande et aussi à la demande de la santé publique ou au moindre doute. Donc, vraiment, il faut rester vigilant. Ça va très bien dans la région de la MRC d'Autrey. On continue pour pouvoir passer des belles fêtes. Avant de passer à la première pause, on vous repasse le vidéo de M. Jean-Luc Barthes, maire de Saint-Ignace de Loyola, qui nous explique comment voter pour la consultation publique pour l'avenir de l'Église. On vous rappelle que vous avez jusqu'au 27 novembre, 4 heures, je ne prendrai pas de chance, pour vous aller porter votre bulletin de vote à la municipalité. Sujet maintenant, on sait qu'il y a votre fameuse consultation au sujet de l'avenir de l'Église de Saint-Ignace. C'est en cours, les gens peuvent faire par la poste, mais peut-être qu'on pourrait réexpliquer comment ça fonctionne pour les enveloppes. Il y en a qui nous ont dit c'est compliqué pour les enveloppes. Peut-être que le maire pourrait le réexpliquer. On a eu une demande dans ce sens-là. Je vais vous dire, c'est que vous avez la grande enveloppe, puis dans la grande enveloppe, il y a une moyenne enveloppe, puis il y a une petite. Dans la petite, c'est le vote. Ça, là. Quand vous ouvrez votre grande enveloppe, il y a un papier dedans qui vous dit comment procéder. Toutes les étapes à faire. Là, vous sortez la moyenne enveloppe avec la petite. La petite, vous la prenez, vous sortez le bulletin, vous votez, vous la remettez dans la petite, puis vous la cachetez. Oui.
Puis dans la moyenne, vous mettez votre photocopie de la pièce d'identité. Parce que ce soit un permis de conduire, une carte d'hôpital, parce que la carte d'hôpital, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a l'adresse, le centre, puis aussi sa date de naissance. Ça, c'est important parce que c'est 18 ans et plus. Bien, un coup que vous avez fait vos photocopies, vous les mettez dans la moyenne enveloppe. Puis vous mettez la petite enveloppe dans la moyenne, là, vous cachetez, puis vous me donnez ça au bureau. Au bureau, eux autres, ils vont ouvrir tout de suite la moyenne enveloppe pour vous identifier, puis aussi, bien, cocher comme quoi que vous avez voté. Puis ils vont prendre l'enveloppe du vote, puis ils vont la mettre dans les boîtes qu'on a. Puis un coup qu'il y en a beaucoup, qu'il y en a quand même assez dedans, ils ferment, puis ils vont en cas de date. Ça va être ouvert le 29. Puis la votation, bien, vous le savez, elle finit le 27 à 5 heures. Puis on va faire le dépouillement le 29 au sol d'église. Puis ça va se faire devant. Moi, je vais être là comme observateur, puis pas que rien se passe, puis que tout se fasse également. Mais aussi, on a demandé dans le code 9 des noms. On espère d'avoir des noms de tous les districts. Parce j'aimerais, c'est sûr que s'il y en a beaucoup, dans un district, on va le piger au hasard. Parce qu'on veut avoir un citoyen qui va être accompagné de son député, de son conseiller de district, puis qui va être là comme observateur pour vérifier si tout se passe. En toute transparence. Et voilà, c'est en plein ce qu'on veut faire. Puis, comme je dis, vous savez, on a fait la consultation, c'est sûr qu'on aurait aimé ça la faire. Dès qu'on l'a fait par correspondance, parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'on était dans le rouge. Notre secteur, la Nodière est dans le rouge. On l'a fait. Puis à date, pour vous dire que ça se passe très bien. Les votes, les enveloppes, ça rentre assez régulièrement. Puis, comme je dis tout le temps, j'espère que les citoyens sont conscients que la subvention qu'on pourrait aller chercher à 60 là, c'est important. Puis moi, je l'ai dit, puis je l'aurais dit. Pour Saint-Ignace, ce projet-là, il va perdurer dans le temps. Ça va être merveilleux. Un coup que ça va être fini, le monde, ils vont dire oui, on a fait un bon choix. Puis et on espère un taux de participation élevé. Écoutez, on souhaite le taux le plus élevé, puis avec, j'espère aussi que ça va être un oui avec le taux le plus élevé possible. C'est sûr que c'est 50 plus 1. Mais, vous savez, à 60 de la subvention, là, on ne verrait plus ça dans. Je ne sais pas quand est-ce qu'on pourrait voir ça pour des beaux projets comme qu'on a là. Bon, bien, on a hâte de voir ce qui va arriver dans ce dossier-là. Je vous le dis aussi pour vous faire dire, la journée de la votation, du dépouillement, lorsque ça va arriver presque vers la fin, si CTRB est libre, pour envoyer quelqu'un, pour que lorsque je vais faire l'annonce, parce que c'est moi qui vais faire l'annonce après des résultats. Si CTRB peut venir, on pourra vous appeler peut-être 10-15 minutes avant pour que vous puissiez le temps de vous rendre, ou on va vous donner le temps de vous rendre, de vous installer, puis avant qu'on donne l'annonce du vote. Excellent. Merci beaucoup. Donc, allons maintenant à la première pause. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconciliée avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin.
On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Pour aujourd'hui, le 24 novembre, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bon anniversaire à Jean-Guy Clément et Robert Destrempes. Maintenant, on vous parle du programme des bénévoles de Revenu Québec qui est à la recherche de bénévoles et d'organismes communautaires prêts à offrir gratuitement de l'aide aux citoyens dans le besoin en vue de la période d'impôt. Le service d'aide d'impôt au programme des bénévoles est administré conjointement par l'Agence du revenu du Canada et Revenu Québec depuis 1988. Il s'adresse aux résidents qui éprouvent de la difficulté à remplir leur déclaration de revenus, qui ont une situation fiscale simple mais qui ne peuvent pas recourir à des services professionnels. Chaque année, des milliers de bénévoles accompagnent les gens admissibles à obtenir les prestations et les crédits d'impôt auxquels ils ont droit. La contribution est particulièrement importante dans le contexte de la pandémie. En effet, la situation causée par la COVID pourrait entraîner une hausse du nombre de citoyens admissibles au programme, ce qui rend l'engagement des bénévoles et des organismes communautaires d'autant plus crucial. Il y aura des séances virtuelles afin de continuer à aider les citoyens tout en respectant les consignes sanitaires. Les organismes pourront de nouveau organiser des séances virtuelles de préparation de déclaration du revenu. Les services pourront être offerts par vidéoconférence ou par téléphone et encore au moyen d'un système d'enveloppe adapté aux mesures sanitaires. On parle aussi de subventions et de dons d'ordinateurs pour les organismes qui sont prêts à s'impliquer dans ce programme et ils peuvent recevoir une subvention de 2 $ pour chaque déclaration de revenus produite par leurs bénévoles. Maintenant, on vous invite à parler, à vous informer au niveau de l'Agence du revenu et de la RC. Vous pouvez vérifier pour pouvoir avoir recours à ce service comme moyen de subvention pour les organismes communautaires. Maintenant, la semaine prochaine, ce sera la journée internationale pour la promotion du bénévolat. Et à ce sujet, nous avons rencontré Mme Marie-Noëlle Guindon, présidente de la table pour la promotion du bénévolat. Écoutons ce qu'elle avait à nous dire. Bonjour, je suis en compagnie de Mme Marie-Noëlle, c'est bien ça, Guindon, vous êtes la directrice générale du Centre d'action bénévole de la MRC de l'Assomption et présidente de la table de promotion du bénévolat pour la Naudière. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça. Bonjour, madame, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Oui, et on parle de la table, la promotion du bénévolat dans la Naudière et la table de promotion. D'où c'est venu cette idée-là et depuis quand ça existe? Alors, l'idée de mettre sur pied une table de promotion du bénévolat pour la région de la Naudière, c'est tout simplement suite à l'année internationale des bénévoles en 2001. Donc, dans notre région administrative, on a décidé d'avoir une structure permanente pour s'occuper de la promotion du bénévolat et aussi de la reconnaissance des bénévoles chaque année. Okay. Et puis, il faut savoir aussi que cette année-là, l'Organisation des Nations Unies a décrété le 5 décembre de chaque année comme étant la Journée internationale des bénévoles. Donc, la table est là vraiment avec le pourbu de favoriser, de promouvoir le bénévolat, parce que dans les organismes ici qu'on est communautaires, moi inclus, le bénévolat est très important. Là. Si on n'a pas ça, on ne survit pas. Là. Exactement. Le mandat essentiel, c'est promouvoir et reconnaître l'action bénévole dans tous les secteurs de l'activité humaine. OK. Et la table regroupe principalement les centres d'action bénévole, c'est bien ça? Oui, elle est issue des centres d'action bénévole, mais il faut dire aussi que les centres d'action bénévole dans la région de la Naudière sont très actifs au niveau du bénévolat, évidemment. On a le centre d'action bénévole d'Autrey sur la table, le CAB Émilie-Gamelin, le CAB de l'Assomption. CAB signifie centre d'action bénévole, oui. Évidemment. Le CAB de Montcalm. On a aussi le loisir et sport La Naudière.
Et on a aussi les bénévoles du CICEL, c'est-à-dire qui représentent globalement l'hôpital de Joliette, le CHRDL, et aussi le CHPLG Pierre Le Gardeur, et puis la table régionale de concertation des aînés de la Naudière. OK. Donc, c'est beaucoup de gens qui sont à cette table-là et qui reconnaissent l'importance du bénévolat. OK. Exactement. Est-ce que vous avez des chiffres un petit peu? Est-ce que vous savez combien ça représente de bénévolat, combien d'heures? Qu'est-ce qui est présenté? Malheureusement pas, mais je peux vous dire des milliers et des milliers. Si je me fie juste au fait qu'il y a certains centres d'action bénévole qui ont au-delà de 300 bénévoles, et puis que Loisirs et Sport La Naudière en a beaucoup aussi. Si on ajoute les bénévoles qu'il y a dans les différents services municipaux dans les sports, si on prend aussi tous les bénévoles qui œuvrent en santé et services sociaux de la région, et c'est sûr que ça fait des milliers et des milliers de bénévoles, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de compiler tous ces Vous n'avez pas chiffres-là. vous n'avez pas fait d'études encore. C'est quoi vos principales activités au niveau de la table là, des bénévoles? Alors, je dois vous dire que hors COVID, parce qu'on a un mandat de promotion du bénévolat, mais qui est aussi de la reconnaissance du bénévolat et aussi de la formation ou du ressourcement des bénévoles. Donc, habituellement, on regroupe tous ces mandats-là dans une seule activité qui est un souper-conférence autour du 5 décembre, donc la Journée internationale des bénévoles. Et à cette activité participent habituellement entre 350 et 500 bénévoles venus de tous les secteurs. Malheureusement, cette année, ce ne sera pas le cas. Alors, on a imaginé d'autres moyens pour pouvoir rejoindre et le grand public et tous les bénévoles pour conscientiser, dans le fond, la population à l'importance du bénévolat. Je vais vous poser la question parce qu'on en a parlé un petit peu, nous, ici, avec le CABA. Je pense que dans la région, il y a eu une grosse... Je ne dirais pas perte, là, mais il y a quand même eu beaucoup d'événements à cause du 12 mars, qu'il y a eu des diminutions en termes des bénévoles parce qu'il y avait une raison d'âge, il y a eu beaucoup de défis à relever depuis le mois de mars. Là. Oui, si vous parlez, par exemple, du début de la pandémie avec les restrictions imposées par la santé publique, c'est de ça dont vous parlez? Oui. Oui, alors évidemment, en principe, évidemment, on ne gardait pas les bénévoles de 70 ans et plus, on restreignait les services aux services essentiels, etc., etc. Alors, oui, il y a eu une forte diminution de bénévoles, mais ces bénévoles-là sont revenus petit à petit. Et puis, les services ont réaugmenté parce que, je vous donne un exemple, en santé et services sociaux, au niveau du transport accompagnement, dans les hôpitaux, les cliniques, les opérations d'un jour, les hémodialyses, etc., il y a eu des retards dans les calendriers où les médecins, parfois, ont reculé leur rendez-vous. Mais maintenant que ça reprend de plus belle, bien, nos bénévoles sont de retour au travail. Et donc, c'est quand même été une grosse gestion pour tous les centres d'action bénévole et tous les organismes communautaires. Hein. Énorme parce que, par exemple, des centres d'action bénévole comme le mien, on a été littéralement débordés par les demandes on a des cliniques d'impôts. Alors, évidemment, on ne pouvait pas faire les cliniques en présentiel, mais on s'est organisé et on a fait tout près de 3000 rapports d'impôts. Mais je pense aussi aux organisations comme le Cap de Matawini ou Montcalm ou d'autres qui ont des popotes roulantes. Et là aussi, ça a été des services essentiels. Donc, il a fallu trouver des moyens originaux pour être capable de répondre à ces services en toute sécurité de nos bénévoles et des bénéficiaires. Est-ce que vous trouvez que c'est difficile la reconnaissance d'un bénévole? Pas vous reconnaissez, mais que justement, quand vous me parlez des CIUS, des choses comme ça, qui reconnaissent vraiment l'apport du bénévole, qui sont conscients que c'est des... Je veux pas dire le mot cheap labor, là, mais dans le sens que je veux dire, c'est des gens qui travaillent dans l'ombre, premièrement, et que leur rémunération est de donner une belle tape dans le dos, puis félicitations, t'as bien aidé. C'est difficile, je crois, de faire reconnaître ça, hein? Bien, pas si difficile que ça, du moins dans les derniers mois, parce que si vous vous souvenez, déjà dès le début de la pandémie, il y a eu des annonces gouvernementales à l'effet qu'il fallait s'inscrire comme bénévole, il fallait donner un coup de main, et il y a eu des reconnaissances. Il y a eu beaucoup de temps où on nous a dit merci, etc. Et c'est le fondement même du bénévolat, c'est qu'on n'attend pas nécessairement des merci tous les jours. On le fait à titre gracieux et bénévole pour donner un coup de main à la communauté. Mais je pense que durant la période de pandémie qui dure encore maintenant, on n'a pas manqué de reconnaissance. Je pense qu'on en a eu plus pendant cette période-là que pendant toutes les années avant.
OK. Le recrutement, encore, est une partie des problèmes majeurs, on pourrait dire, au niveau du... Le recrutement est encore, je dirais, il est un souci, mais il n'est pas encore un problème majeur. OK. Si je songe, par exemple, aux dernières nouvelles par rapport au manquement du personnel dans les secteurs hospitaliers et compagnie, nous, avec la diminution quand même de certains services ou l'annulation de certaines activités, entre autres, je pense au volet centre communautaire pour les aînés ou au volet, par exemple, pour les sports organisés ou les sports de groupe, j'ai sûr que, en tout cas, à ma connaissance, on a les bénévoles nécessaires pour couvrir les besoins actuellement. Le défi, ça va être quand ça va se relâcher, que la pandémie va s'éloigner, et on l'espère, c'est de retrouver tous nos bénévoles. Oui, c'est ça. De revenir à la normale. C'est ça, reconvaincre les bénévoles et tout. C'est ça. Au CHSLD de Saint-Eusèbe de Joliette, le 14 novembre, à l'âge de 80 ans, est décédée Mme Lisette Caillé, épouse de feu Léo Coulombe, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses fils Serge Coulombe, Stéphane Coulombe, Jocelyne Aubry, son petit-fils Clovis, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Madeleine Caillé, Michel Rivet, Laurent Caillé, Linda Poulain, Gisèle Caillé, Gilles Lemieux, Marcel Caillé, feu Normand de Courchêne, Lucienne Coulombe, feu Lucien Mousseau, Hélène Coulombe, feu Sarteau-Blais, Denis Coulombe, Huguette Blais, Yvette Coulombe, feu Gilles Poisson, Monique Pellan, feu Bernard Coulombe, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 29 novembre dès 13h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 15h. Madame Caillé sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Et à la Velleterie, le 21 novembre, à l'aube de ses 75 ans, est décédé M. Éloi Douer, époux de feu Monique Sylvestre, demeurant à la Velleterie et autrefois de Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants, Julie Douer, Jonathan Douer, sa petite-fille Rosalie Douer-Brissette, ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le vendredi 27 novembre dès 13h30 à la chapelle du complexe Efterio de Berthierville, du complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à compter de 14h30 pour la famille et ce, en toute intimité. Veuillez noter qu'un nombre maximal de 25 personnes à la fois seront admises à l'intérieur du salon. Un registre des visiteurs est obligatoire ainsi que le port du masque pour respecter les règles de santé publique. Et maintenant, allons à la météo. Pour aujourd'hui, pour terminer la journée, on parle de passage nuageux d'une température d'environ moins 9 degrés Celsius et ce soir, peut-être cette nuit, quelques flocons. Demain, mercredi, on aurait encore de la faible neige. On parle de 1 à 3 cm de neige et on parle d'une température oscillant entre moins 5 et moins 10 degrés. Jeudi maintenant, encore quelques flocons de neige ou de la pluie avec une température oscillant entre 4 et 2 degrés Celsius. C'était votre bulletin de nouvelles pour aujourd'hui, le 24 novembre 2020. On espère que vous avez apprécié et que vous serez de retour des nôtres pour demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait
lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.